Vous nous suivez un peu partout. Merci pour la fidélité toujours renouvelée à ce programme et surtout à cette rubrique L'œil du juriste. C'est avec Ariane Eteka. Vous allez bien? Moi, je vais très bien. J'adore le week-end. Vous aussi, certainement. Mais c'est clair. Et Maître Gracia Adjagba aussi. Bien évidemment, ça permet qu'on se repose un peu. Voilà, très bien. Aujourd'hui, nous parlerons des enfants. Aujourd'hui, nous parlerons des enfants, mais plus précisément des droits fondamentaux des enfants. Chers téléspectateurs, alors nous sommes avec notre consultant sur cette émission, Maître Gracia Adjagba Amoussou, et on parle des droits fondamentaux des enfants, avec la prise de conscience des droits de l'enfant au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il eut adoption de la déclaration de Genève en 1924, conduisant ainsi à l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, premier texte international juridiquement contraignant, consacrant l'ensemble des droits fondamentaux et ratifié par notre pays, le Bénin. Mais malheureusement, malgré cette ratification, ça reste inconnu du grand public et des fois les enfants sont toujours brimés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous avons choisi cette thématique. Nous en discutons avec notre consultant, Maître Gracia Adjagba, à qui je réitère mes civilités. Merci, Madame la Journaliste. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien, merci beaucoup. Alors, c'est de ça il s'agit aujourd'hui, les droits fondamentaux de l'enfant. Avant de revenir là-dessus, je voudrais savoir, c'est qui l'enfant? Merci, Madame la journaliste. Il faut rappeler que l'enfant, selon les dispositions de la Convention internationale sur les droits des enfants, l'enfant, c'est cet être humain qui a moins de 18 ans. Et cette définition a été reprise par notre code de l'enfant qui précise et qui insiste que lorsque un être humain a moins de 18 ans, il a la qualité d'enfant et donc doit être traité comme tel. Maintenant, nous revenons sur le thème ou la thématique choisie aujourd'hui, les droits fondamentaux de l'enfant. Qu'est-ce qu'entend-on par un droit fondamental de l'enfant? Alors, quand on parle de droits fondamentaux, il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par droit. Parce que le terme droit est polysémique. On peut penser, quand on parle de droit, on peut penser rapidement à l'ensemble des règles qui régissent les hommes dans la société. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas de l'ensemble des règles qui régissent les êtres humains dans la société, mais il s'agit plutôt du droit subjectif. Et quand on parle de droit subjectif, c'est l'ensemble des prérogatives, en réalité, qu'accorde la loi à une personne afin que cette personne en jouisse et que cette personne s'épanouisse. Donc, droit subjectif comme l'ensemble des prérogatives dont dispose une personne, un être humain. Et donc, quand on parle de droits fondamentaux, c'est en réalité l'ensemble des règles ou l'ensemble des droits qui sont considérés en raison de leur nature, en raison de leur importance comme étant nécessaires. Et ces droits fondamentaux s'imposent aux législateurs et s'imposent également au pouvoir réglementaire, donc au pouvoir exécutif, de même qu'au pouvoir législatif. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on parle de droits fondamentaux, on pense aux droits de l'homme. On pense aux droits de l'homme. Donc quand on parle de droits fondamentaux des enfants, les enfants ont plusieurs droits. Si on doit se mettre à les exposer ou à les présenter, c'est à coup sûr qu'en 4 émissions, on n'aura pas fini. Seulement que quand on parle donc de droits fondamentaux, les tests internationaux et nationaux les ont organisés, les ont catégorisés. Et le premier test qui a été élaboré en 1989 a énuméré 4 principaux droits fondamentaux de l'enfant. C'est-à-dire que c'est parce que ce test, cet instrument-là n'a pas permis un certain nombre, ou n'a pas favorisé un certain nombre de choses que nous sommes passés au code de l'enfant? Non. Les tests internationaux, en réalité, sont beaucoup plus, larges. Et donc, il est important que chaque État
ratifie ces tests internationaux, encore que notre Constitution a bien disposé que tous ces tests ratifiés font partie intégrante de la loi fondamentale qu'est la Constitution. Donc, lorsque la Constitution édicte des règles éparses et des règles vastes, il appartient aux législateurs, donc aux députés, de dicter maintenant des lois spécifiques pour monnayer en fait en des termes beaucoup plus accessibles et pour compte tenu de nos réalités, voilà, en tenant compte de nos réalités et également compte tenu également de la culture, compte tenu de certains autres éléments, le législateur peut décider d'organiser. Lorsque par exemple vous parlez de la loi fondamentale qui parle de ce que l'enfant a droit à la vie, il appartient maintenant au législateur de dire, lorsque vous avortez, c'est une infraction, donc vous enfreignez ainsi, ou vous violez le droit fondamental à la vie appartenant à l'enfant. Lorsque par exemple vous battez un enfant à mort, ça fait partie également de la violation des droits. Donc j'espère que vous comprenez. Donc au sens large, nous avons les textes fondamentaux qui élaborent ces principes, mais il faut que les lois, les monnaies, les lois, les cadres et les monnaies le plus possible pour que cela puisse entrer dans les habitudes. Et vous parliez tantôt de 4 principes, on revient là-dessus. Oui, au nom de ces 4 principes, nous avons le droit à la non-discrimination, il y a également le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant, nous avons également le droit à la vie, le droit au respect des opinions de l'enfant. Là, c'est de façon globale les différents principes, les différents droits fondamentaux qu'a énuméré cette convention. Seulement que l'interprétation de ces principes nous amène à énumérer plusieurs autres droits fondamentaux. Lorsque, par exemple, je disais tout tantôt qu'il y a le droit à la vie, certes. Donc, à la naissance, l'enfant a un droit à la vie, de sorte que lorsque une femme qui estimant qu'elle n'est pas prête pour accoucher, décide donc de se faire avorter, ou même les médecins qui se prêtent à ce jeu peuvent être bien sûr et doivent être poursuivis et pénalement punis. Nous avons également que... Elle n'est pas prête, mais elle est quand même malade. Donc, il y a également que l'enfant qui naît a droit à avoir une identité. Donc, il faut nécessairement qu'à la naissance, l'enfant soit déclaré, que l'enfant porte un nom, que l'enfant porte un prénom et un nom, donc une identité. Et c'est l'identité, en fait, qui permettra également à l'enfant de bénéficier de sa nationalité. Donc, l'enfant ayant un nom et déclaré régulièrement a droit également à une nationalité. Et c'est en raison de ce que cet enfant a une nationalité que l'État peut assurer son devoir de protection et de garant. Parce que la Constitution dit que l'État a une obligation de garantir et d'assurer cette obligation. L'État a l'obligation d'assurer et de permettre de mettre toutes les mesures en place pour que les citoyens puissent bénéficier de leurs droits fondamentaux. Donc, quand on parle de droits fondamentaux de l'enfant, ne perdons pas également de vue que l'enfant étant un être humain, doit bénéficier également de tous les droits de l'homme. Donc, tous les droits fondamentaux déjà dont bénéficient tous les êtres humains, avant maintenant de bénéficier de droits fondamentaux spécifiques en raison donc de sa vulnérabilité, en raison de ce qu'il est un enfant. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce que l'un des droits fondamentaux, c'est le droit à la vie, puis le droit à l'identité, le droit à la santé. Le droit à la santé, c'est également un droit fondamental. Un enfant doit être accompagné. Lorsque l'enfant est malade, ne se sent pas bien, le parent a l'obligation, le parent ou le tuteur ou celui qui assure la protection de l'enfant, qui l'accompagne, qui assure l'éducation de l'enfant, doit en réalité permettre à l'enfant de suivre un soin approprié. Un soin approprié, ce n'est pas forcément l'amener dans un hôpital haut de gamme, pas forcément, mais que le minimum de soins lui soit accordé. Il y a donc également le droit à la santé. Nous avons également le droit à l'éducation. C'est d'ailleurs pourquoi dans la Constitution, il est disposé que tout enfant a droit à avoir l'éducation. Je me dis, c'est peut-être également la raison pour laquelle, entre-temps, et c'est toujours le cas, l'enseignement a été déclaré gratuit
l'enseignement a été déclaré gratuit pour permettre à ce que tous aient au moins un minimum de connaissances, un minimum d'éducation. Donc l'enfant, en plus d'avoir droit à la scolarité et donc d'aller à l'école, a également droit à l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, il y a également la famille. Donc l'enfant a également droit à s'épanouir dans une famille, qui est à son chevet, qui est à son soutien, qui le protège. Donc, pas forcément, il faudrait donc que l'enfant soit en sécurité, en fait, dans sa famille. De sorte que parfois, quand l'enfant naît dans une famille où il n'est pas épanoui, où sa sécurité est en danger, n'est pas garantie, où il n'est pas bien alimenté, l'État, qui est le garant, a également la possibilité donc d'enlever ou de prendre l'enfant et donc d'assurer sa protection. Et quand je dis cela, c'est beaucoup plus dans les pays développés qu'on constate cela. Lorsque un enfant grandit dans un foyer, qu'on estime que le foyer ou cette famille n'a pas les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins, l'État se porte garant, prend l'enfant, le met par exemple dans des ONG, pas dans les ONG, mais dans des structures spécialisées, et où les mettent dans des familles d'accueil pour assurer un bon épanouissement ou bien une bonne croissance de ces enfants-là. Il y a aussi les centres sociaux. Les centres sociaux. Et là, les centres sociaux sont beaucoup plus au Bénin. Au Bénin, nous avons parlé de l'assistance sociale. Et voilà. Donc, c'est un peu ce qui en est en termes donc, de droits fondamentaux des enfants. Et quand on parle de... En fait, j'ai constaté, je ne sais pas si Ariane l'a constaté aussi, il y a le législateur ou l'État voudrait plus protéger les enfants. Pourquoi ce choix? Déjà parce que les enfants sont vulnérables. En plus d'être des êtres humains, ils sont de bas âge et ils sont vulnérables. Ils sont à la disposition de nous adultes. Et on sait que parfois, on n'a toujours pas la tête sur les épaules. De sorte qu'il faut nécessairement que l'État ait un regard sur cela. Et votre question m'amène à me rappeler une situation ou plusieurs situations qu'on voit sur les réseaux sociaux, malgré le fait qu'il y ait une convention qui date de depuis 30 ans, qu'il y ait une constitution qui protège les enfants, qu'il y ait le code des personnes de la famille, qu'il y ait même le code de l'enfant. Il y a des enfants qui sont maltraités, il y a des enfants qui sont abusés. Et quand on parle d'abuser, c'est qu'on les envoie à exercer ou d'abord qui ne sont pas forcément appropriés voilà, à leur âge. Et des enfants qui sont abusés, qui sont maltraités, qui ne sont pas nourris. Et ça fait ça entre gamins. Quand on parle donc de ce que l'enfant à un certain âge ne doit pas forcément exercer certaines activités. Et le code le dit, le code du travail également interdit le travail des enfants. Donc le code du travail, excusez-moi, le code du travail dispose que un enfant ne peut être accepté dans une entreprise, dans une société, que si l'enfant a plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, vous allez voir facilement dans les marchés, même dans les ateliers de soudure, de maçonnerie et consorts, des enfants de 7 ans, de 8 ans qui portent des briques, qui portent de l'eau parce qu'on estime. Et la plupart du temps, ces enfants ne grandissent pas. Quand même, c'est de lourdes charges. C'est de lourdes charges. Et ce sont des actes qui sont interdits. Et en principe, lorsqu'on voit de ce type d'actes, on doit pouvoir les déclarer pour permettre à l'État d'accomplir effectivement son devoir de garant. Il y a également que l'enfant a droit à avoir des opinions. On doit laisser les enfants s'exprimer. Et de plus en plus, on constate que lorsque l'enfant, même que ce soit l'enfant est avec son père, sa mère ou même dans un public, les parents ne veulent souvent pas que les enfants parlent parce qu'on estime que voilà, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de... Alors qu'en réalité, il faut permettre à l'enfant de s'exprimer. Ce n'est que comme ça qu'il s'épanouit. Et lorsque vous empêchez les enfants de s'exprimer, ils vont développer des sournoiseries et consommer pas. Voilà. Donc c'est autant de droits fondamentaux qu'il faut que nos parents connaissent. Quand vous parlez des opinions de l'enfant, parce que j'ai su à travers les principes que vous avez énumérés, Maître Gracia Agaba Amoussou, vous parliez du respect des opinions. Cela voudra signifier que ça va au-delà de ce qu'exprime l'enfant. Non, quand je parle de respect de l'opinion, un enfant n'a pas encore la maturité qu'il faut pour prendre des décisions. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de capacité. Donc quand on parle de capacité, c'est qu'un enfant ou une personne qui a moins de 18 ans n'a pas de consentement, voilà, et ne peut pas exercer ses droits.
il peut en jouir, mais il ne peut pas les exercer. Quand je parle donc de respect de l'opinion, c'est pas parce que l'enfant dit, bon, je vais aller à tel endroit, non, il ne faut pas le faire. Non. Il faut l'écouter, il faut le laisser s'exprimer. Et lorsque vous, parents, vous estimez que ce comportement, cet acte ou bien ces propos de votre enfant, ces propos ne sont pas adaptés, vous le lui faites comprendre. Donc, pas en le chicotant, pas en le frappant, pas en lui hurlant sur lui, mais il faut ouvrir un dialogue pour permettre à l'enfant de comprendre parce qu'il n'est pas complètement dénué de sens. Voyez-vous, étant entendu qu'il est un être humain, il a peut-être également des facultés. Donc, il ne faut pas l'empêcher en fait de s'exprimer. Donc, quand je parle de respect de l'opinion de l'enfant, je parle beaucoup plus de ce qu'il ne faut pas l'empêcher de s'exprimer, il ne faut pas l'empêcher de manifester son opinion, mais laissez-le s'exprimer et ramenez-le à l'ordre lorsqu'il commet des bavures, lorsqu'il commet des impairs. Est-ce que le législateur a prévu des sanctions face à ces personnes-là qui aujourd'hui briment ces codes-là ou maltraitent ces enfants Bien sûr, il y a énormément de dispositions, de sanctions, énormément de sanctions, déjà beaucoup plus de sanctions pénales. Lorsque par exemple vous violentez votre enfant ou vous les maltraitez, il y a les infractions appropriées. Vous pouvez parler par exemple d'abandon d'enfant, et c'est une infraction prévue par le code pénal et punie comme telle. Il y a les infractions de maltraitance, de violence et voies de fait. Lorsque par exemple vous estimez, vous jeunes, de plus en plus on le constate, vous approchez, vous faites des avances à une fille et qu'il savait plus tard que l'enfant est mineur et que plus tard vous nous dites, bon, je ne savais pas qu'elle était mineure, le fait de ne pas le savoir ne justifie pas en fait l'acte. Déjà, l'enfant est mineur, donc vous devez pouvoir être sanctionné. Donc l'enfant n'ayant pas de consentement, si vous dépassez les limites qu'il ne faut pas franchir, vous pouvez être poursuivi pour viol. Vous pouvez être poursuivi pour excitation de mineurs à la débauche. Il y a énormément d'infractions. Tout ceci pour protéger davantage l'enfant fille et l'enfant garçon. Nous entendons beaucoup, par exemple, je ne voudrais pas appeler encore personnellement, sinon bon, on risque de stigmatiser, mais par exemple, ces hommes qui sont peut-être, excusez, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, qui sont harcelés par des enfants mineurs, par exemple. Et bon, est-ce qu'il y a, vous avez déjà dit qu'il n'y a pas de raison pour justifier l'acte. Comment ils font? Il n'y a pas de raison pour... Comment ils font, par exemple? Qu'est-ce qu'ils doivent faire face à ça, face à cet harcèlement? Non, mais déjà quand vous dites qu'un enfant, une enfant vous harcèle... C'est quand même dans le quotidien aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai écouté beaucoup de certaines personnes. Vous n'avez pas vécu au moins? Non, du tout pas. Moi, je suis... On l'espère vivement. Non, vous pouvez vous rassurer. Ah, d'accord. Parce que si vous commettez l'erreur de vous laisser aller, la sanction, elle est là. Qu'est-ce qu'il devrait faire, par exemple? Lorsque vous voyez, c'est vrai que de plus en plus, on parle de jogo et qu'on sort. Elles se sentent matures. Il vous appartient à vous, hommes notamment, de prendre les dispositions pour vous assurer qu'effectivement, celle que vous dites, celle que vous dites vous harcèle, que cette fille-là est mature, mais majeure. Parce que si vous avez une erreur qu'il ne faut pas se permettre de commettre. De plus en plus, on les voit au parquet de Cotonou, de Port-Nouveau et consorts, qui viennent parfois même, ils sont tellement passés à l'acte que l'enfant tombe grosse. Et donc, il faut réagir par rapport à ces questions-là. Donc, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il ne savait pas que l'enfant était... Mais il vous appartient à vous, vu que vous savez que les enfants s'épanouissent trop rapidement, de prendre les dispositions nécessaires. Pourquoi pas ne pas demander de vous produire sa carte d'identité ou son acte de naissance? Donc, carrément rencontrer peut-être ses parents aussi. Voilà, si vous êtes sérieux, de pouvoir être courageux au point d'aller voir les parents pour savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que dans tous les cas, le procureur qui est en fait, quand on dit c'est l'enfant de procureur, les procureurs sont en fait les protecteurs de ces mineurs. Et le procureur ne comprendra pas que vous veuillez lui dire, bon voilà, je ne savais pas que ta fille voilà, c'était ta fille, mais je pensais qu'elle était majeure. Non, à vous de prendre les dispositions pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Les enfants de rue, est-ce qu'ils ont des droits? Tous les enfants ont des droits. Tous les enfants, quelle que soit leur race, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur religion,
tous sont égaux devant la loi. C'est pour cela qu'on parle de la non-discrimination en matière donc de protection des droits des enfants. Tous. Et qu'est-ce que la loi prévoit? En principe, comme je l'ai dit, c'est l'État qui garantit la sécurité et la protection de ces enfants-là. De plus en plus, on voit dans les feux des mères qui portent les enfants à la pointe-pièce et qui parfois sont dans des coins et qui envoient les enfants aller quémander, aller mendier. En réalité, ce sont des actes infractionnels, ce sont des actes qui sont punis par la loi. Et en réalité, si peut-être l'État avait les moyens qu'il faut, je ne dis pas que l'État n'a pas les moyens, mais je me dis, en réalité, ces enfants devraient être récupérés et envoyés dans les centres sociaux pour que ces centres prennent soin effectivement de ces enfants-là. Parce qu'en réalité, ça, il va même du développement du pays. Parce que ces enfants qu'on laisse dans ces conditions, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas accès à une bonne santé, qui n'ont pas accès à une bonne alimentation, ils vont grandir sans éducation, en insécurité, peut-être victimes de viol ou victimes je sais pas, victimes d'eux-mêmes, parce qu'ils vont aller commettre des infractions, ils vont se retrouver derrière les barreaux. Et voilà, ce sont en réalité des plaies pour l'État. En principe, l'État même devrait s'organiser pour récupérer ces enfants-là et assurer. Mais dans la grande question de savoir, est-ce que nous avons suffisamment de centres sociaux pour les récupérer et les garder? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour assurer leur éducation, leur suivi et consorts? C'est peut-être les raisons pour lesquelles l'État n'y arrive pas encore. Mais il va falloir qu'on y aille, qu'on arrive à ce niveau. Avec la multiplication des actions relatives justement à la protection de l'enfance, vous pensez que à cette allure d'ici peut-être 2030, quand je prends l'agenda de 2030, on peut arriver à un niveau où les droits des enfants seront véritablement respectés, les enfants seront à l'abri de tous ces... Notre souhait, c'est que même avant 2030 qu'on arrive, excusez-moi, même avant 2030 qu'on arrive à ces objectifs, à atteindre ces objectifs, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ONG, plusieurs associations qui s'occupent de la protection des enfants. Par exemple, au barreau du Bénin, nous avons une association, l'association des femmes avocates du Bénin, qui s'occupe en fait de la défense des femmes violentées, mais également des droits des enfants. Et donc on les récupère, pas qu'on les récupère, mais qu'on les accompagne, on les assiste, on les défend en cas donc de violation de leurs droits. Et je pense que de plus en plus, avec les actions de ces différentes associations, les gens arrivent à comprendre qu'en réalité, on ne traite pas les enfants comme s'ils étaient des animaux. Certes, ils sont jeunes, ils n'ont pas droit forcément à la parole parce qu'on décide tout pour eux, mais ils ont également des droits et on doit les protéger. Et donc, de plus en plus, il y a même des enfants. Récemment, je ne veux pas exposer tout cela parce que sous le coup du secret professionnel, il y a énormément de bêtises que font nos parents, nos tuteurs. Il y a même des enfants, ils abandonnent, bien les parents qui laissent les enfants, qui les placent auprès de personnes tierces, qui ne sont pas capables de les entretenir, mais qui les exploitent, alors que le droit interdit également l'exploitation des enfants. Donc, autant de choses, autant d'énormités qu'on a, les enfants qui souffrent tout simplement. Donc, il faudrait que des actions allant dans la protection des droits des enfants, que ces actions soient renforcées, pour qu'avant même l'agenda 2030, on puisse arriver à inculquer à chacun de nous que les enfants sont précieux, que les enfants doivent être protégés, que les enfants doivent être adulés, tout simplement, parce que cela y va du développement du pays. Le phénomène Vidomingon par exemple, on constate aujourd'hui même qu'il y a des structures qui se chargent de recruter pour des tiers, donc des enfants pour être des domestiques dans les maisons. Oui. Qu'en dit la loi en réalité? Est-ce que c'est prévu? C'est également une infraction. Ça, c'est de l'exploitation d'enfants. C'est également une infraction. Et donc, c'est de la traite en fait. Tout est une question de degré. Parce que vous pouvez l'exploiter sans faire la traite. Mais la traite, c'est que vous l'organisez. Et donc, vous allez chercher les enfants, pas un, pas deux, mais vous en faites une activité commerciale ou professionnelle, ou c'est une activité récurrente pour vous, d'aller chercher des enfants peut-être dans les villages, dans les coins éloignés, de faire croire à leurs parents que, ben voilà, ils vont en ville pour bénéficier d'une formation, d'une meilleure condition, et vous les rapatriez peut-être au Nigeria. Récemment, c'était au Nigeria. Maintenant, même à Cotonou, il y en a. Au Togo, tout près, on les envoie dans les villages pour
travailler, faire des travaux champêtres, être dans les marchés. Ils sont les derniers à dormir et les tout premiers à se réveiller. Lorsque les mamans dorment et ronflent encore, ce sont ces petits-enfants-là qui travaillent. Je pense qu'il est de l'obligation de chacun de nous, en fait, de dénoncer de ce type de comportement. Parce que même lorsque ça se passe à côté de vous et que vous ne dites rien, vous êtes également comptable de cela. D'abord, c'est de non-assistance à la personne à danger. Mais l'autre chose également, c'est que vous êtes complice de ces traitements qui sont infligés à des enfants, alors que vous savez très bien qu'en réalité, ce sont des enfants de moins de 18 ans qui ne peuvent pas accomplir les tâches qui lui sont, qui sont les siens. Le phénomène Vidomingo en lui-même, c'est punissable, c'est mauvais, c'est ça? Ou c'est la manière dont l'enfant est exploité qui est mauvais? En réalité, le phénomène Vidomingo, c'est quoi le phénomène Vidomingo? C'est-à-dire vous placez un enfant mineur, notamment, auprès d'un tiers pour que cet enfant puisse l'aider dans ses activités. Alors, quand vous dites déjà activité, c'est que vous envoyez votre enfant pour aller travailler. Et ça, déjà, c'est interdit par la loi. Et lorsqu'on parle de... les parents, par ailleurs, pourraient bénéficier d'un salaire. Voilà, et très souvent, c'est ça. Très souvent, c'est parce que vous envoyez l'enfant travailler et en retour, on vous paye ces salaires. À supposer même qu'il n'y ait pas de salaire. C'est interdit parce que c'est envoyer l'enfant accomplir des tâches qui ne sont pas forcément de son âge. Et est-ce qu'on peut parler dans ces cas de tuteur ou d'adoption? La loi est claire sur la question. Lorsque vous avez pensé que vous n'avez pas la possibilité de subvenir aux besoins de vos enfants, vous saisissez les juridictions ou les centres compétents en la matière et vous sollicitez peut-être l'adoption. Ou si vous êtes un parent et que vous entendez adopter un enfant, respectez les dispositions. Prenez un enfant en adoption simple ou en adoption plénière, conformément au test. Là, vous êtes épargné de toute autre poursuite ou de toute autre sanction. Mais lorsque vous allez chercher un enfant, vous allez le chercher voilà, parce que vous estimez avoir les moyens, et que plus tard, vous maltraitez l'enfant, même si vous ne le maltraitez pas, vous n'êtes pas en réalité protégé par la loi. Il est vrai que même dans le code prévoit, lorsque vous ne voulez pas faire une adoption, le code prévoit que vous puissiez avoir l'autorisation du juge à garder un enfant, à donner à un enfant l'hébergement, à donner un hébergement à l'enfant, à donner un domicile, une famille à l'enfant. Tout ça, c'est prévu par le code de l'enfant. Donc, il vous appartient de saisir le juge des mineurs et de lui dire, bon voilà, j'ai constaté que cet enfant n'est pas bien traité dans sa famille d'origine et moi, je ne veux pas forcément l'adoption, mais je veux accorder à l'enfant le droit, voilà, de grandir dans de meilleures conditions, un toit, une famille, voilà, un repas, comme cela se doit. Donc, le juge fera ce qu'il a à faire, va saisir le centre social aux besoins pour qu'on puisse s'assurer de ce que vous avez les moyens nécessaires pour accorder ce que vous voulez accorder à l'enfant. À la suite de ça, vous avez une décision qui vous autorise à garder un enfant dans votre maison. Mais lorsque vous allez chercher un enfant illégalement et que vous le gardez et vous allez dire après que c'est de Vidomingo et que c'est bien organisé, ce sont des actes qui sont punissables. Les gens ont bien l'impression que la justice est bien long. Voilà, le procédé et tout ça, bon, alors qu'on pourrait le faire rapidement. Oui, ça il va de l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne va quand même pas prendre le risque parce qu'on veut que l'enfant mange, qu'on envoie l'enfant dans des conditions pires. Certes, vous lui donnez peut-être à manger, vous nous faites croire que vous avez les moyens de lui donner à manger, et une fois dans votre maison, vous ne lui accordez pas le peu qu'il faut, et puis, et il y a l'autre chose, c'est que l'enfant ne doit pas être forcé à quitter ses parents. Lorsque l'enfant vous dit je ne veux pas y aller, ben vous le laissez. Alors que très souvent, quand on parle de situation de Vidomingo, le phénomène de Vidomingo, ce sont souvent les enfants qui ne veulent pas partir, même si ils ne sont pas dans de belles conditions. Ce sont des enfants qui ne veulent pas. Ils préfèrent quand même rester avec leurs parents. Rester quand même parce qu'ils ont la chaleur de leur mère, la chaleur de leur père. Mais très souvent, ce phénomène consiste à ce qu'on sépare un enfant mineur de ses parents, de force, contre le gré de l'enfant, et qu'on le mette dans une autre famille que l'enfant ne connaît pas forcément. Et tout cela agit d'abord sur la psychologie de l'enfant, sur l'épanouissement de l'enfant, et même sur les réalités quotidiennes de l'enfant.
Merci, Maître Gracia Diagba Amoussou. Les droits fondamentaux des enfants, c'est de ça il s'agissait aujourd'hui. Avant de laisser Maître Gracia Diagba partir, je voudrais savoir, est-ce que les principes dont vous avez parlé témoignent de l'universalité déjà des droits fondamentaux de l'enfant? Oui, les droits fondamentaux des enfants sont des droits universels parce que déjà c'est une convention internationale, donc tous les pays qui ont ratifié ces conventions doivent nécessairement les appliquer. Donc ce texte s'impose aussi, mais comme je l'ai dit, aux législateurs qu'au gouvernement. Donc on doit pouvoir les appliquer tels que déjà prévus. Donc ce sont des droits universels de tous les enfants.